Bonsoir donc et bienvenue dans Sport 10 pour cette nouvelle édition un peu en délocalisé. On retourne sur la version un peu Zoom de notre émission et ce soir nous allons parler des différentes activités qui sont maintenues pour ce week-end et celles malheureusement qui devaient avoir lieu et qui seront annulées. On reviendra notamment sur le salon du sport la fête du sport pardon qui devait avoir lieu demain et voilà, on parlera donc aussi ce soir de pétanque et de volley-ball. Mes invités ce soir sont Mathieu Loranger qui va donc nous parler de la fête du sport, mais aussi du Gazon Tennis Club qui bien sûr a repris également ses activités. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Avec Gaëtan, on parlera de la pétanque ce soir. C'est vrai que ça me tenait à cœur. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait sur Sport 10. Donc, on a enfin réussi à se réunir et à pouvoir faire cette émission. Gaëtan, bonsoir. Bonsoir, Séverine. Et puis David Méfond également, donc qui sera notre invité et avec qui on fera le point sur le volley-ball. Et qui a eu son élection il n'y a pas longtemps, renouvellement de la Ligue, au niveau de la Ligue, il n'y a pas très longtemps, donc on fera aussi un retour, et puis bien sûr la programmation pour le volley, la reprise, comment les choses sont envisagées. On fera donc un petit tour d'horizon. Bonsoir David. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Avant de passer bien sûr avec nos invités sur les différents thèmes de ce soir que je vous ai évoqués. On parle bien sûr du football et de la régionale 1 qui aura lieu ce week-end, l'une des seules activités qui ont encore la possibilité de faire des rencontres, bien sûr le foot qui est maintenu, et je rappelle également que les matchs se font à huis clos. Donc, au niveau de la poule A, on va jouer la deuxième journée, dans ce tour préliminaire. Sachez que le CSM sera exempt pour cette deuxième journée. Les rencontres auront lieu le samedi 19 septembre dans cette poule A. 3 rencontres auront lieu à 15h30. Le Club Sport sera opposé à la Juventus de Sainte-Anne. Le match aura lieu à Saint-François. Le Stade Lamantinois sera opposé à la Gauloise. Le match aura lieu au Lamentin. L'AS Gosier sera opposé à l'Amical Club. Et cette fois, la rencontre aura lieu à 20h, mais toujours ce samedi, bien sûr, 19. C'est la Solidarité Scolaire qui sera le dernier match à 20h face à l'Arsenal. AS Gosier Amical, ce sera toujours à 15h30 à Sainte-Anne. Solidarité Scolaire, ce sera à Bémao, un point sur le classement de la poule A à l'issue de cette première journée. C'est l'Arsenal qui est en tête avec bien sûr 4 points ex aequo avec la Juventus, 4 points également, mais ils sont devant à la différence de but. 3e et 4e, la Solidarité Scolaire et l'AS Gosier avec 4 points également. Au niveau de la poule B, la rencontre Jeunesse Évolution face au CERFA a été reportée pour cause de Covid, également des joueurs qui sont atteints, et cette rencontre a été reportée et sera reprogrammée. 2 rencontres auront lieu ce soir, à 20h30. La Red Star sera opposée à la JSVH aux Abîmes et le Dynamo Le Moule sera opposé à l'USR. Fin de cette deuxième journée pour la poule B, samedi 19 septembre à 20h. Le Phare sera opposé au Racing Club et la rencontre aura lieu au Moule. Au niveau du classement, le Dynamo occupe la première place, la Jeunesse Évolution la deuxième place, la Red Star la troisième place et le Phare la quatrième, ces équipes étant ex aequo avec 4 points. 4 points, voilà, voilà messieurs, on va commencer. On va commencer avec Mathieu Loranger qui avait la fête du sport qui devait avoir lieu demain, et malheureusement Mathieu, la manifestation sera reportée. Alors oui, en fait, on avait depuis bientôt le mois de juillet préparé avec les différentes associations de la ville des Abîmes et ceux de Cap Excellence aussi, organiser la fête du sport, un peu la rentrée du sport, de manière à permettre, à la population de connaître l'offre sportive sur le territoire.
Malheureusement, on a appris à 15 heures qu'on ne pouvait pas maintenir l'événement parce que la préfecture souhaitait en fait qu'elle soit reportée par rapport à la situation sanitaire. Dommage, mais bon, c'est comme ça, il faut le faire. Donc, on essaie de voir si on peut la reprogrammer au mois d'octobre si la situation évolue positivement. Il y avait combien d'associations donc, qui devaient être représentées? Cette fête du sport devait donc se dérouler, on va dire, sur le giron de Cap Excellence, la communauté d'Aglo. Donc, c'était des clubs des Abîmes, de Bémao et de Pointe-à-Pitre qui étaient principalement concernés, ou c'était vraiment ouvert à tout le monde? Alors, en fait, c'était exclusivement ouvert qu'au club des Abîmes et on ouvrait les activités qui ne sont pas présentes sur le territoire qui, bon, sera à Bémao, mais dont en fait, ils ne font pas concurrence par rapport à une association des Abîmes. Donc, en fait, l'année dernière, on avait 34 associations, mais on avait déjà senti dès le début dès le mois de juillet, la difficulté de dynamiser et de convaincre les associations à être présentes. Donc, on était, en tout cas, jusqu'à maintenant, on était 25 associations qui nous avaient fait confiance et on sentait déjà que c'était difficile, que les clubs se demandaient comment ils allaient reprendre. Donc, on avait beaucoup discuté entre nous pour justement parler des protocoles que chaque club a mis en place pour, entre guillemets, rassurer les parents, parce que bien évidemment, la situation sanitaire peut paraître préoccupante, mais en fait, on a quand même aussi la possibilité de continuer à faire du sport, et c'est important de continuer à faire du sport, sinon ça va amener d'autres problèmes par la suite, physiques mais aussi mentales. Donc il faut impérativement que les gens puissent aussi reprendre le goût de l'activité. Donc, surtout que globalement, quand même, tous je dirais, les entraîneurs, les éducateurs sont aussi des parents. On n'a pas envie non plus d'attraper le Covid, donc on prend des précautions et quand on propose une activité, c'est qu'on y a aussi réfléchi à comment permettre de faire cette pratique alors je dis pas que le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas dans les meilleures conditions possibles, en faisant notamment les gestes barrières qui sont de la distance, quand c'est possible, d'éviter les contacts et donc de pouvoir en fait se laver les mains aussi. Ce sont des choses, et garder le masque quand on arrive, l'enlever quand on fait du sport forcément, puisqu'on ne peut pas faire autrement quand même quand on va courir et faire un effort, c'est compliqué d'avoir le masque. Et derrière, de nouveau se laver les mains, parce que c'est important déjà, se laver les mains, ça limite en tout cas les contagions. Voilà, donc c'était ce qu'on avait vu avec les associations, de beaucoup parler de leur protocole pour rassurer les parents. Donc ils étaient prêts, mais malheureusement, la préfecture a décidé d'annuler tous les événements. Donc on respecte cette obligation et on essaiera de la replacer dans le temps. Voilà. Gaëtan, on va parler de la pétanque. La pétanque aussi est impactée par on va dire, par bien sûr cette épidémie, puisqu'on devait déjà se voir la semaine dernière, et puis finalement il y a eu donc un cas de Covid qui a été détecté à votre niveau dans une petite manifestation que vous aviez organisée. Et là aussi, c'est des paramètres à prendre en compte, c'est des choses à gérer. Oui, tout à fait. En fait, c'était un cas contact. Donc, du coup, on a décidé d'arrêter nos entraînements. Et donc, on a été faire les tests et il s'avère que tout le monde était négatif. Et effectivement, nous avons aussi reçu des préconisations de la fédération, à savoir le port du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique et l'espace. Il faut espacer d'un terrain les parties. Donc, justement, alors, on parlait un peu, donc l'association s'appelle La Flèche, c'est ça? La fusée. La fusée, pardon. C'est pas loin. Pas tout
tout à fait pareil. La fusée. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un peu tout de même atypique et spécial comme nom de club. Oui, j'ai trouvé le nom de l'association comme ça, puisque en fait, elle a été créée en 1974. Et à l'époque, on faisait du foot et du théâtre. Et au fur et à mesure des années, en fait, on a évolué. La fusée, en fait, si vous voulez, comment je pourrais dire ça, c'est ce que désirent en fait les jeunes de la section. Donc après le théâtre, il y a eu le foot jusqu'en 2013. Et en 2013, en octobre 2013, les jeunes ont été voir l'ancien président pour lui demander de s'affilier au comité départemental de pétanque. Donc c'est comme ça que du foot, on a aussi fait du cyclisme à un moment donné. Donc du foot, du cyclisme et maintenant la pétanque. Pourquoi pas une autre activité dans quelques années en fonction des demandes que nous aurons. C'est vrai que c'est un peu atypique quand même la pétanque demandée par des jeunes et qui ont envie du coup de pratiquer cette activité. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque je vois tout de suite l'image, le cliché, c'est les vieux à la retraite l'après-midi qui envoient des boules. Contrairement à ce qu'on peut penser, la pétanque est pratiquée par de nombreux jeunes. Vous serez surpris, même au niveau du comité, vous serez surpris, la tranche d'âge 25 à, allez, je mettrais 25-40 ans, même un peu plus jeune. On est assez nombreux, même au niveau national aussi, où là, c'est vraiment beaucoup plus développé. Nous avons des écoles de pétanque, comme il y a des écoles de foot, comme il y a des écoles de basket. Et le numéro 1 mondial qui est français, il a 28 ans. Donc, c'est vrai que c'est un sport, contrairement à ce qu'on peut penser, qui récolte assez de... Enfin, qui récolte beaucoup de jeunes. Quand même beaucoup de jeunes. Contrairement à ce qu'on pense, oui. Donc justement, alors votre association, elle a justement, est-ce qu'elle a une école de pétanque? Comment elle est structurée? Ben justement, notre objectif, c'est de créer une école de pétanque, justement, qui portera le nom de mon père, qui nous a quittés au mois de février, qui était vraiment un excellent bouliste. Donc nous avons comme objectif développer la pétanque au niveau des plus jeunes, donc créer une école de pétanque, mais aussi aller dans les EHPAD pour transmettre aussi cette activité à nos aînés, pour qu'ils puissent un peu sortir de leur sédentarité. Et nous voulons aussi travailler avec le monde du handicap, puisque j'ai côtoyé le domaine notamment du sport adapté, tout ce qui concerne le handicap mental ou psychique. Et j'aimerais justement développer cette activité avec ce public, je veux dire. Voilà. Très bien, donc on se rend compte de nombreux projets à venir. C'est quand même une discipline qui effectivement a ce côté un peu loisir, mais qui justement est tout de même bien structuré en Guadeloupe au point de vue de la compétition. Oui, tout à fait, puisque nous avons nous avons 2 compétitions, la Coupe des clubs. Donc les clubs on est divisé en districts, le district de Grande-Terre et le district de Basse-Terre, qui se rencontrent après pour jouer la finale. Et nous avons les divers championnats. Donc à savoir, pour les seniors, le championnat triplette à 3 contre 3, le championnat doublette 2 contre 2, le championnat tête à tête tout seul, le championnat mixte, un homme et une femme. Et au niveau des féminines, c'est pareil. Nous avons un championnat triplette, doublette et tête à tête pour elles. Il faut savoir que le vainqueur va représenter la Guadeloupe chaque année au championnat de France. Donc, on se rend compte qu'il y a effectivement fort à faire au niveau de la pétanque. Les choses sont bien structurées et puis les jeunes peuvent s'y intéresser également. Et c'est vrai que dans la situation un peu actuelle, on s'inquiétait un peu de la reprise de l'activité physique. Est-ce qu'au niveau de votre association, vous avez cette sensation que les gens peut-être ont du mal à venir ou vous avez du mal à toucher une certaine catégorie de population parce que les gens sont peut-être pas encore sur la reprise d'une activité physique? Compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, c'est vrai que c'est un peu compliqué puisque nous avons eu des personnes qui se disent intéressées, mais c'est vrai qu'ils nous disent que compte tenu du virus qui circule,
ils préfèrent prendre leurs précautions. C'est vrai que c'est un frein au développement de notre activité, mais sinon, nous avons les autres membres qui continuent à s'entraîner malgré la crise, tout en respectant les gestes barrières. On va se tourner vers David Méfond. David Méfond, pareil, hein, le volley a connu aussi un arrêt. Vous étiez en phase finale. On allait passer donc au play-off. Et c'est vrai que bon, là depuis, comment les choses du coup se sont passées durant cette période Covid. J'ai vu qu'il y a eu un certain moment pendant les vacances une reprise avec du volley sur gazon. Donc, c'était aussi une manière de faire un retour au jeu. Et aujourd'hui, à quel point vous en êtes au niveau donc de la Ligue de volley? Oui, effectivement, c'était une volonté du comité, en fait, de pousser par notre CTS qui est en place, qui nous a amené à faire beaucoup de volley sur gazon. Donc, quasiment chaque club a organisé un tournoi très sympathique pour qu'on n'oublie pas que le volleyball existe toujours. Il y en a un à Petit-Bourg, à Mont-Nalo, un à Moule, un à Sainte-Anne. C'était des petits tournois très sympathiques où les volleyeurs ont pu continuer à jouer pour, je dirais, qu'on reste en jambes, puisque effectivement, on s'est arrêté pile poil avant les phases finales qui n'ont pas pu avoir lieu, malheureusement. C'est tout à fait normal, ils ont compris. Après, le volleyball est un sport, disons, qui présente moins de risques de contact. Donc, c'est plus facile pour nous d'organiser avec des gestes barrières. Les gens comprenaient certaines choses, qui avaient des règles à respecter entre le gel, etc. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu notre assemblée générale. Bon, on a dû la faire tard, hein, malheureusement. Et on a décidé que le championnat allait recommencer en octobre. D'accord. C'est pratique. Après, l'avantage, c'est qu'on a décidé d'une nouvelle formule qu'on a proposée au club, lesquels ils ont adhéré. Et j'espère que le championnat va bien se dérouler. Pour l'instant, on est un peu comme tout le monde, on est en attente. On avait une coupe qui était prévue en septembre. Et avec les décisions du préfet, on a dû la mettre en suspens parce qu'une coupe sans spectateur, au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment d'intérêt, malheureusement. Après, pour l'instant, on n'a pas encore eu de problème. On espère que ça continue en ce sens. J'avoue que le volleyball, un peu comme le tennis, ça prête cette facilité par rapport à la distanciation qui est faite par un filet. Bon, même si on est un peu plus nombreux sur le terrain, bon, on essaie quand même de voir les choses. Les parents n'ont pas été trop réticents à ramener leurs enfants sur les sections jeunes et qui ont déjà repris. Donc, là, il nous reste plus qu'à reprendre le chemin de la compétition en octobre, en espérant que tout se passe bien. Justement, donc, comme vous disiez si bien, les parents n'ont pas été réticents. Donc, pour vous, c'est déjà aussi une très bonne chose. Et est-ce que vous avez justement la sensation que les gens sont en attente? Parce que c'est vrai qu'après une aussi longue coupure, les gens ont besoin justement de retrouver la compétition. On voit que bon, pour le foot, ils arrivent tout de même à maintenir. Et c'est vrai que pour l'instant, pour les autres activités, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que les parents comme les enfants, hein, ils sont désolés de recommencer le sport. Les parents voient que les enfants doivent faire autre chose que d'aller à l'école, hein, comme les parents qui doivent faire autre chose que d'aller travailler. C'est le sport, comme l'a dit le premier intervenant, j'ai oublié son nom, désolé. C'est quelque chose d'essentiel. Ça peut vraiment amener à certaines pathologies. Au bout d'un moment, il faut qu'on puisse faire autre chose que tout ce qui est travail ou école. Il faut vraiment qu'on puisse se défouler. Ça sert d'abord à ça et ça amène une certaine plénitude au niveau de son accomplissement de soi. Donc, pour moi, il y a moyen de reprendre le sport d'une façon ou d'une autre, toujours en essayant de faire attention parce qu'effectivement, que ce soit les intervenants, que ce soit les enfants ou même les parents, personne n'a envie d'attraper un virus, ça c'est sûr.
Très bien. En tout cas, on se retrouve, restez bien avec nous. On se retrouve juste après la pause. On va revenir avec Mathieu sur justement, David parlait du tennis. On va parler également un peu de tennis, savoir comment ça se passe et puis peut-être aussi même un peu du côté de la formation au niveau du sport. Comment ça se passe aussi avec Mathieu. Et donc, je vous dis à tout de suite, pardon, juste après la pause publique. Voilà, nous sommes de retour après cette petite pause publicitaire avec donc toujours mes invités, Gaëtan Soudiacom qui est toujours avec nous, Mathieu Lorgier également et puis David Méfond. On va poursuivre donc avec Mathieu sur donc la reprise au niveau du tennis. Puisque tu fais partie également d'un club qui organise des activités de tennis. Donc justement, comment s'est passée cette reprise chez vous? Alors la reprise, elle est, on va dire, timorée pour l'instant. C'est-à-dire que mercredi, il y avait à peu près, on va dire, 50% par rapport aux effectifs qu'on a habituellement. Mais normalement, demain, il y a plus d'enfants déjà qui viennent faire des essais. Donc, je pense qu'on va revenir un peu assez rapidement sur le nombre d'enfants qu'on avait, je pense, mais moins 20% quand même, parce que faut pas s'imaginer que tout le monde va reprendre. C'est-à-dire qu'on a l'avantage d'avoir une grande base. On est plus de 500 adhérents. Donc, du coup, c'est vrai que quand on en perd 50, on a l'impression que on le voit pas forcément tout de suite. Mais je dirais qu'à la fin du mois, on aura déjà un peu plus de chiffres. On table, nous, sur une perte peut-être d'effectifs de 20%. Mais je pense qu'au final, après, c'est dans la communication, c'est rassurer les parents, c'est permettre aux enfants d'essayer. Du coup, derrière, de les intéresser à l'activité tennis. Voilà. Mais on ne fait pas que du tennis parce que depuis le 3 juillet, on a changé nos statuts et on est devenu un club omnisport. Et donc, on a lancé un concept un peu d'école des sports, c'est de permettre à des enfants de 3 à 11 ans de découvrir 6 sports dans l'année. Donc, on fait par trimestre, on fait 2 activités le mercredi, une le matin, une l'après-midi, et on permet à ces enfants de découvrir sur 10 séances une nouvelle activité. Voilà. Donc, oui. Justement, ça a commencé donc depuis les vacances. Est-ce que ça aussi, ça a bien fonctionné? Parce qu'on était encore certes, on sortait du confinement, on reprenait un peu les activités. Du coup, est-ce que ça aussi, ça a bien fonctionné? Ça a permis aux enfants de toucher à différents types d'activités? Ah oui, alors pendant les vacances, on a fait fonctionner ce qu'on appelle les stages. Les enfants ont beaucoup apprécié, les parents aussi. Et je t'avoue que des fois, on a été surpris de voir le comportement de certains enfants qui revenaient à l'activité sociale, entre guillemets. Et du coup, des fois, certains enfants qu'on connaissait bien, qui avaient 6 ans, avaient des fois des comportements de gamins de 3 ans. C'est-à-dire que quand les parents venaient, ils ne voulaient pas lâcher papa et maman. Et quand on discutait avec eux, pendant le confinement, ils étaient tous un peu le cocon familial. Et du coup, l'enfant était complètement différent, alors qu'un enfant de 6 ans, en règle générale, une fois qu'on l'a mis au sport, il va retrouver ses copains et ça, il va jouer. Et petit à petit, dans le temps, au bout de pratiquement la 2e semaine, on a senti que ça, il retrouvait des repères. Donc je pense que les enfants qui sont retournés à l'école, ils ne sont pas forcément retournés classiquement. Hein. On a tous un peu été traumatisés par ce moment un peu bizarre où on nous a enfermés dans nos cellules familiales. Et du coup, le sport a quand même cet effet de socialisation qui doit être son objectif. Et donc, du coup, ça a permis, nous, pendant les stages, de permettre à des enfants de retrouver un cadre, c'est-à-dire des règles, un cadre un fonctionnement, et également de pouvoir pratiquer. Parce que ça aussi, le sport est important pour retrouver du souffle, retrouver un bien-être et être bien dans sa tête. Gaëtan, justement, la fusée a l'ambition donc de fonder une école de pétanque.
Ce serait donc à partir de quel âge? Et comment on peut justement, en tant que parent, si aujourd'hui je regarde, je me dis, ah tiens, je mettrais bien mon enfant à la pétanque, euh, comment ça se passerait? Comme dans toute activité, en fait, tu as une partie technique où, l'enfant apprend à maîtriser le geste. Et en fait, avec les jeunes, c'est d'autant plus important puisque au niveau de la pétanque, tu développes ta motricité fine dont tu as besoin, par exemple, pour tenir un stylo, pour avoir une meilleure dissociation segmentaire lorsque tu fais un autre sport, par exemple. Et d'un point de vue moteur, c'est assez bénéfique, je dirais, pour le gamin. Mais aussi, il y a aussi une partie tactique où tu dois savoir prendre une décision. Par exemple, à quel moment tirer ou à quel moment pointer une boule. Donc tout ça, ça s'apprend et ça fait aussi travailler le cognitif de l'enfant. Notamment savoir anticiper. Par exemple, l'adversaire est en train de jouer, tu dois pouvoir anticiper ce que va faire l'adversaire et en fonction de la réponse de l'adversaire, toi adapter ta réponse. Et Justement, aussi, c'est un sport où, c'est un sport d'équipe où il faut communiquer. Donc là aussi, on travaille la socialisation. Il faut apprendre à communiquer. Je prends le cas, ça arrive souvent en triplette. Celui qui a la boule refuse de faire ce qu'on lui dit. Sauf que tu as deux partenaires qui te disent de faire le contraire, tu es obligé la majorité l'emporte en fait. Donc tu es obligé de te plier à la majorité et de faire ce qu'ils te demandent et de bien le faire. justement, tu parles de triplette. Est-ce que justement, l'association est facile à trouver? Comment la formation d'une triplette se met en place? Est-ce que c'est vraiment affinitaire ou est-ce que après, est-ce que c'est par talent? Moi je suis meilleur tireur, donc voilà, on se met ensemble. Comment du coup se crée cette équipe-là? Je dirais plus par affinité. Il faut d'abord avoir un minimum d'atomes crochus pour pouvoir jouer ensemble, puisque on n'a pas tous le même caractère. Et il faut trouver divers caractères qui arrivent à s'emboîter, à pouvoir s'emboîter, pour qu'il y ait un minimum de cohésion dans l'équipe et un minimum de calme et de sang-froid, puisque la pétanque, c'est aussi un sport d'adresse de précision, mais aussi c'est une bataille psychologique. Donc il faut être le plus calme possible quand on s'apprête à jouer une boule, que ce soit pour un tir ou pour un point. Donc dans un premier temps, oui, c'est vrai qu'il est conseillé de faire une équipe par affinité. Après, si jamais entre eux ils voient que ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on pourra changer l'équipe. Mais en général, c'est surtout par affinité. David, au niveau du volley, on est habitué, sport d'équipe. Mais c'est vrai qu'aussi l'aspect de toute façon vie de groupe est aussi importante dans votre activité puisque c'est un sport où justement on voit qu'il y a beaucoup de cohésion même sur quand les équipes marquent des points, tout ça. Donc c'est vraiment aussi un point important qui est une véritable cohésion au sein des effectifs pour que ça puisse fonctionner. Au volleyball, c'est un sport où on est vraiment dépendant de l'autre. On ne peut pas sortir en fait quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas porter une équipe seule, donc on n'a pas le choix. Hein. On est obligé de jouer avec certaines personnes et ça permet effectivement de créer des liens sociaux assez rapidement. De façon générale, quand on va dans une équipe, en tout cas au niveau senior, c'est par affinité au départ, après pour certains objectifs. Chez les jeunes, ce qu'il y a de bien, c'est que la plupart du temps, quand on a fait des plateaux, on a souvent mélangé des équipes. Voilà, je pense qu'on va malheureusement par rapport à la situation éviter. Ça a permis que les enfants, en fait, qui ne se connaissaient pas, jouent ensemble et ça permet de créer une cohésion sociale qui est importante pour moi à cet âge-là, de ne pas juger l'autre par rapport à son niveau, de quelle équipe. Enfin, ce que le plus souvent arrive en senior, quoi. Et là, effectivement, je ne sais pas comment on va pouvoir gérer ça parce qu'on sait que par équipe, on peut leur demander de jouer ensemble. Avant, on pouvait mélanger beaucoup plus facilement.
C'est-à-dire que quand une équipe n'était pas complète, on pouvait piocher, parce que c'est comme partout, il y a des clubs qui ont beaucoup plus de jeunes que d'autres. Et, là, ça risque d'être un peu compliqué par rapport à ça. Justement, quelle est, on va dire, la ligne directrice du nouveau comité, justement, donc, on disait au début, l'Assemblée générale a eu lieu. Aujourd'hui, quelles sont les grandes orientations, entre guillemets, pour le volleyball guadeloupéen? Alors, par contre, malheureusement, le comité est toujours en place. Il n'a pas été encore réélu parce que l'élection va se faire en novembre. On a dû faire une première l'Assemblée générale ordinaire et on sera obligé de faire une élection en novembre. Pour l'instant, le comité qui est en place mise toujours sur l'augmentation du nombre de licenciés. C'est pour ça on essaie un peu de vulgariser un peu le volleyball en passant par des petits tournois où on peut jouer en fait sans être licencié, en faisant des tournois de green volley, de beach volley, où on peut venir s'amuser sans pour autant être inscrit dans une compétition. Comme ça, les parents peuvent venir voir. Le plus souvent, ça s'est fait sur la plage. Et là, on a essayé de vraiment passer sur du gazon, ce qui permet de prendre beaucoup plus de place et d'avoir beaucoup plus de place par rapport à la situation qui était là. Donc, c'est toujours miser sur la jeunesse parce que les équipes seniors ont un défaut. Au bout d'un moment, elles ne pourront plus jouer. Donc, il faut un renouvellement de l'effectif. Donc, c'est toujours à ce que les équipes puissent permettre aux jeunes d'évoluer dans différents championnats qui est arrivé au niveau senior. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a quand même pu changer la formule classique qu'on avait qui permettra d'avoir beaucoup plus d'équipes au play-off maintenant. Donc, on aura une meilleure visibilité de certaines équipes qui très souvent sont restées dans l'ombre des gros ténors. Et à ce moment, peut-être que les jeunes se diront, tiens, je vais essayer de jouer au volleyball. Il y a un club de volley dans ma commune, pourquoi pas ne pas essayer? Et c'est surtout ça, c'est la médiatisation qui permet toujours d'amener les jeunes au sport. Tant qu'on connaît un gros joueur d'un sport quelconque, on veut toujours essayer de le rassembler. Donc, on essaie de faire ça. On essaie de médiatiser les choses, ce qui peut permettre je dirais, l'augmentation du nombre de licenciés dans une ligue, quel que soit le sport, je pense. C'est vrai que la médiatisation est importante. Gaëtan, en tout cas, acquiescé, il était d'accord. Il s'est dit, bon, si on voit plus de pétanque, moi, je suis sûr que mes jeunes, je vais les trouver plus facilement et pouvoir les ramener beaucoup plus facilement. Mathieu, justement, au-delà aussi donc, de la médiatisation, il faut aussi de la formation. Il faut que les clubs puissent avoir des encadrants qualifiés pour pouvoir proposer de l'apprentissage de qualité. C'est aussi ça une marque de fabrique, c'est aussi ça qui permet de rassurer aussi les parents et d'avoir plus d'adhérents. Vous aussi, vous avez aussi cette casquette. Et du coup, comment ça se passe un peu au niveau de la formation si on veut se diriger dans un métier au niveau du sport? Alors, pour un peu brosser tout ce qu'on a comme offre en Guadeloupe de formation, on a d'abord ce qu'on appelle les CQP. Donc, ce sont des certificats professionnels permettant de pratiquer des sports. Donc, notamment, il y a l'UFOLEP qui en fait. Après, on a les BP. Donc sans apprentissage, notamment au CREPS, qui là on est un peu comme à l'école entre guillemets. On a des moments de stage, mais on est en continu. Et après il y a depuis quelques années, il y a aussi le CFA Calamus qui propose de l'apprentissage. Alors il est vrai que sur le plan de relance que le gouvernement a mis en place, l'apprentissage prend une place très importante puisque pour accompagner cet apprentissage, l'État met une prime à l'embauche entre guillemets des apprentis de 5 000 € quand le jeune a moins de 20 ans et de 8 000 € quand il a plus de 20 ans. Donc, quand il a moins de 20 ans, ça fait que pour l'association, ça lui revient à zéro. Ça coûte ça coûte rien pour embaucher un jeune à ce moment-là, en tout cas pour la première année. Et la deuxième, et pour un jeune qui a, lui, plus de 20 ans,
ça revient, je crois, à 175 € qui resterait encore à la charge de l'association. Donc, c'est vrai que c'est une opportunité à ce moment-là pour les associations d'avoir une main-d'œuvre qui est en formation, qui est en train d'apprendre également, mais qui aussi va permettre va permettre à l'association de fonctionner à des moments où les bénévoles ne peuvent pas. Que ça soit par exemple pendant les cours d'école, pour aller faire des initiations dans les écoles, il est compliqué de trouver un bénévole qui travaille, qui peut aller diffuser et donner donc de la visibilité à l'activité à cette période-là. Il faut pas que ça soit une concurrence entre le bénévole et les apprentis, parce que l'apprenti est un salarié en fait pour une association. Il ne faut pas que ça soit en concurrence, il faut que ça soit complémentaire et que justement l'association se pose la question, quelles sont les activités que je peux apporter, de nouvelles activités qui vont me permettre d'attirer de nouveaux adhérents. C'est de plus en plus vrai que la preuve par rapport à la fusée, ils ont commencé, je crois, ils ont dit par du foot et à un moment donné ils sont passés par du cyclisme, et maintenant ils font de la pétanque. Les gens changent d'activité, donc il faut être en capacité de proposer une activité phare, quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît, mais aussi de proposer de plus en plus des activités complémentaires, parce que sinon, en fait, à un moment donné, on va commencer à baisser en termes de licenciés. Donc, quand on veut structurer son association, la formation est indispensable, puisque plus les personnes sont formées et mieux formées, plus à ce moment-là, on a un meilleur accueil, une meilleure prise en compte des besoins des enfants. Et puis, ça oblige aussi les dirigeants à chercher aussi à structurer leur club et donc aussi à créer un business model. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu un gros mot, mais en fait, à un moment donné, une association, elle ne peut pas fonctionner que sur le bénévolat. Il faut aussi qu'elle crée son modèle économique qui va permettre justement de fonctionner. Les subventions vont en baissant énormément, donc il faut de nouvelles activités, de nouvelles actions qui vont permettre justement de continuer à exister. Parce que sinon, il y a beaucoup d'associations qui, malheureusement, aussi vont arrêter parce que là, le plan de relance pour le sport, c'est 120 millions sur 2 ans, 60 millions par an. Autant dire que là, aujourd'hui, la tendance dans le domaine du sport est à la baisse drastique des subventions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça veut juste dire qu'il y aura de moins en moins et ils seront sûrement cachés parce qu'ils vont changer de nom, etc. Donc, ça nécessite pour les clubs d'avoir des salariés à un moment donné qui vont pouvoir aller faire des actions, des projets dans les quartiers, par exemple. Et ça, les bénévoles, malheureusement, ne peuvent pas tout faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'apprentissage est une bonne voie, une bonne option, entre guillemets, peut-être pour relever le sport en Guadeloupe. David Méfond, vous, au niveau du volleyball et de la Ligue, est-ce que justement il y a des accompagnements spécifiques pour les clubs? Est-ce que justement les clubs sont demandeurs ou justement ils sont plutôt bien structurés et ça se passe plutôt bien au niveau des clubs? Non, le problème est partout. Effectivement, il n'y a pas de clubs qui sont dans le bénévolat. Et effectivement, l'aide dont M. Laroger parlait a été présentée en Assemblée générale pour inciter les clubs effectivement à se structurer. C'est ce qui manque en Guadeloupe. Dans la plupart des clubs, ils sont vraiment rares, voire inexistants, à avoir un employé, quelqu'un qui va pouvoir fonctionner, je dirais, à temps plein pour l'association. Et le bénévolat est une espèce en voie de disparition. Par temps, c'est des gens qui sont dans le club depuis des années et qui sont chargés de tout faire en même temps. Il y en a qui sont entraîneurs, présidents, joueurs, trésoriers, secrétaires à la fois. Ça devient un peu compliqué. Ça veut dire que quand cette personne-là est malade, le club est malade. Ça devient un peu compliqué. Et le CTS, M. Delac nous a bien présenté ce monsieur dont on parlait, effectivement, le plan de relance avec l'aide via Canalus, en fait, pour former des jeunes. Et ça peut être intéressant parce qu'on a des jeunes quand même. On a la chance quand même d'avoir une section STAPS en Guadeloupe. On a des jeunes qui peuvent se diriger vers le club. Je ne parle pas que du volleyball, je parle de tous les autres sports.
ce qui permettrait effectivement de structurer les clubs et de pérenniser en fait la vie du club. Parce que c'est ce qui manque en fait, d'avoir un club avec quelque chose autre que du bénévolat pour pouvoir fonctionner. Parce que le bénévolat a quand même une tare, c'est qu'au bout d'un moment, les gens s'essoufflent. Il faut un relais de quelqu'un qui a une autre motivation que juste l'amour du sport. Est-ce que justement, est-ce que les deux peuvent coexister? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu un carrefour où on se rend bien compte que faire du bénévolat, ça n'est pas suffisant. Effectivement, on est dans une structuration du sport qui fait qu'on a besoin de plus. Mais est-ce que justement, en ayant ce salarié, on ne va pas perdre carrément les bénévoles et du coup, se retrouver à devoir avoir que des salariés et ça va être un coût encore plus difficile à supporter pour les clubs où on peut encore faire confiance à l'humain et se dire que les deux peuvent coexister? Pour moi, en fait, ils sont complémentaires. Il faut absolument les deux pour pouvoir fonctionner. Le salarié aura effectivement une autre motivation que le bénévole qui, lui, en fait, est motivé vraiment par l'amour du sport qu'il pratique. Et le salarié, il faut qu'il se paye quoi qu'il arrive. Donc, il a des actions qu'il sera obligé de mener pour pouvoir, en fait, enfouir les caisses du club qui lui permettra au bout d'un moment de se payer parce que les aides sont là, certes, mais elles ne sont pas éternelles. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, le plus souvent, on le voit de plus en plus dans les dossiers d'aide au niveau du CNDS, tout ce qui est jeunesse et sport, le plus souvent, tout ce qui est vraiment subvention, le plus souvent est pour les clubs qui ont déjà des salariés. Donc, on s'est dit que c'est compliqué. Déjà, on a du mal à payer certaines choses. Il faut avoir un salarié, mais c'est vraiment... Même le jeunesse et sport incite de plus en plus les clubs à se structurer via un salarié. Donc, on va vers cette direction où avoir un ou deux devient une sorte de nécessité, mais à deux, ils ne feront pas faire fonctionner le club comme deux bénévoles le vont le faire. Parce que de toutes les façons, il faudra plus que deux personnes au bout d'un moment. Donc, pour moi, ils ne sont du tout pas en concurrence. Bien au contraire, ils vont s'aider l'autre, le bénévole et le salarié. Et effectivement, là, on est sûr d'avoir des structures en fait, qui vont mieux fonctionner et qui vont durer plus longtemps. Parce que le plus souvent, on a des structures qui disparaissent parce que les bénévoles, au bout d'un moment, ce sont des humains et s'essoufflent. Il y en a qui disparaissent, malheureusement. Gaëtan, oui. Je voulais rebondir un petit peu sur ça. Alors, le bénévolat, en fait, ce qui manque, c'est de la valorisation. C'est-à-dire que les bénévoles, ils viennent d'abord et avant tout. Alors, on a parlé d'amour, mais ils viennent pour pouvoir donner de leur temps parce qu'ils ont envie de le faire. Et en fait, souvent, malheureusement, il y a un manque de reconnaissance qui est faite. Et la deuxième chose, c'est aussi l'offre de formation du bénévole aussi qui est important, même pour les dirigeants, hein, parce que moi, je peux être trésorier et si je ne sais pas c'est quoi la comptabilité, si au moins il y a une formation qui est mise en place par les ligues ou pourquoi pas le cross-bois, du coup, ça va m'inciter à améliorer ma pratique. Je vais être valorisé et me valoriser d'avoir acquis une nouvelle compétence. Donc, le bénévolat, c'est aussi permettre aux gens de tester et de développer des compétences qu'ils n'ont pas dans le milieu professionnel. Après, c'est vrai que moi, je pense surtout c'est le temps d'intervention. Même si un salarié va intervenir le soir, va intervenir sur certains créneaux, certaines équipes, mais il ne pourra jamais encadrer toutes les équipes à lui tout seul. Et surtout, c'est pas que ça qu'on va lui demander. On va lui demander d'être présent le soir, oui, il faut, mais c'est aussi de pouvoir intervenir sur de nouveaux projets que le club ne peut pas mener la journée parce que les bénévoles, eux, à ce moment-là, ne sont pas disponibles. Et ça a tout son sens à ce moment-là d'être complémentaires, parce que si on les oppose, et c'est le risque un petit peu qui se met en place, c'est le bénévole va dire ouais, mais moi je travaille dans le club depuis des années, mais moi je touche pas d'argent, hein, donc maintenant il faut me payer. Non, en fait, il faut pouvoir récompenser les deux de cette une gratitude, et de l'autre côté, oui, effectivement, il y a un salaire.
Mais même chose, c'est pas même les professionnels qui travaillent dans le domaine du sport, souvent c'est pas que le salaire qui fait qu'ils travaillent dedans, c'est aussi parce qu'ils aiment ce métier et qu'ils ont fait le choix de faire de leur passion un métier. Gaëtan, au niveau de la fusée, pareil, hein, on arrive. Vous avez que des bénévoles ou au contraire le club est suffisamment structuré, suffisamment solide pour avoir un salarié? Non, pour le moment, malheureusement, donc on n'est pas assez structuré pour. Nous avons des bénévoles. J'ai passé mes diplômes fédéraux pour justement encadrer les jeunes pour juste la création d'une école de pétanque. Mais c'est vrai que c'est tous les clubs qui doivent se structurer chez nous, que ce soit de la formation pour les bénévoles, mais aussi de la formation pour les dirigeants. Comme disait M. Lorger, un trésorier doit aller se former, un président doit aller se former, et les boulistes, je pense qu'ils devraient aussi se former au diplôme d'éducateur pour justement transmettre ce qu'ils ont appris de leurs aînés. C'est vrai que bon, c'est pas évident, mais de toute façon, il faut, comme on le disait si bien, donc il faut que les deux arrivent à cohabiter pour qu'aujourd'hui, puisqu'on reste quand même dans du sport amateur au niveau de la Guadeloupe, et c'est vrai que du coup, les deux ont besoin de cohabiter si on veut que, bien sûr, le sport se développe, qu'on fabrique encore plus de champions, entre guillemets, et qu'on puisse continuer à rayonner, que ce soit chez nous, que ce soit à l'extérieur, dans les différentes pratiques que l'on puisse proposer. Au niveau du volet, oui, vas-y Mathieu. Je voulais juste donner un exemple. Nous, au Tennis Club, on a 5 salariés, mais parce qu'on arrive à 500 adhérents et un certain nombre d'actions. Et aussi, on a beaucoup de jeunes qui ont commencé par rapport au tennis, après qu'on a accompagné sur des BP avec l'apprentissage, et ensuite on a poursuivi avec eux sur des DE, et même là cette année on a des gens qu'on a envoyés en DES. Donc en fait on est obligé d'augmenter la formation, le niveau de qualification des salariés pour pouvoir améliorer la qualité du service que l'on rend, parce que le sport, c'est aussi un service et c'est une économie. Et ça, on l'oublie un petit peu souvent. Il faut arriver à créer justement ce modèle pour pouvoir permettre aux salariés de pouvoir être payés à la fin du mois. Très bien. En tout cas, messieurs, merci à vous d'avoir été ce soir en ma compagnie dans ce numéro de Sport 10. J'espère qu'on en sait un petit peu plus. Gaëtan, juste nous dire, bien sûr, où se situe ton club. Si jamais demain, je veux faire de la pétanque, alors je dois me rapprocher de qui? De moi, puisque je suis le président, et on se situe à Boivin-le-Moule. On est au Moule, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas trouver de club dans une autre commune. Il faut savoir qu'on est 28 clubs sur tout le territoire de la Guadeloupe. Donc, les Abîmes, Pointe-à-Pitre, Bémao, ils en ont 2. Petit-Bourg, Sainte-Rose, Baïf, Cap-Esther, ils en ont 3. Le Moule, Port-Louis, Petit-Canal, Sainte-Anne, Gosier. Je pense que j'ai fait le tour. Vieux Habitants, Bouillante, voilà. Donc, à peu près sur toutes les communes de la Guadeloupe, on a un club. Mine de rien, la pétanque est vraiment bien implantée chez nous. Et justement, c'est avec plaisir en tout cas qu'on en a parlé ce soir dans Sport 10. On recevra sûrement d'autres équipes. On a commencé par la fusée, mais nul doute qu'on en recevra d'autres d'ici la fin de la saison de pétanque. On dit merci également à David Méfond et on attend du début de saison de championnat de volleyball. Et donc, on se retrouvera pour justement suivre l'évolution. Et puis Mathieu aussi, bientôt aussi pour la reprogrammation de la fête du sport et puis également avec du gazon tennis club sur les différentes activités qu'on vous a évoquées durant l'émission. Voilà, avant de se quitter, je tiens aussi à vous signaler que le trail de Goyave qui était prévu ce dimanche
a été reporté par rapport donc à la situation actuelle et normalement est reporté au mois d'octobre. Donc, je vous en parlerai au 18 octobre, plus précisément, bien sûr, si la situation sanitaire le permet. Je tiens également à faire un hommage à M. Magloire de l'AOG qui nous a quittés donc, cette semaine, un pilier, un bénévole justement, qui s'est beaucoup investi au niveau du basket, au niveau de l'AOG, au niveau de Goubert. Donc voilà, on adresse nos condoléances à sa famille et puis on salue bien sûr le travail de cet homme qui s'est investi tout au long de sa vie pour son club et pour bien sûr pouvoir transmettre aux jeunes sa passion et son amour du basket. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Je vous remercie encore, messieurs. Et moi, je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. D'ici là, passez un bon week-end et pensez bien sûr à vous protéger, à respecter les gestes barrières. Voilà, bonne soirée à vous, messieurs, et puis à très bientôt. Bonsoir. Doctor